Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 0826 300 vous appelez sur Sud Radio sur tous ces sujets qui nous préoccupent, qui vous préoccupent, et vous les commentez et vous le faites plutôt bien. Le numérique, nous en parlons beaucoup, est-il en train de consumer nos existences? Y a-t-il une génération perdue, celle qui est née avec les smartphones, une génération qui serait aliénée par les écrans? Bonjour à vous, Baptiste de Tombe. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de cet essai que vous venez de publier chez Artege, L'homme démantelé. Très beau titre, au passage. Merci. Je tiens à vous féliciter. Préfacé par un philosophe, c'est Rémi Brague, secrétaire général du think tank Souverain Demain. C'est votre, on va dire, activité publique. Oui, que dit Souverain Demain? Souverain Demain, c'est une volonté de montrer que la souveraineté est aussi un thème qui parle à gauche, qui peut aussi être essentiel pour des questions comme l'écologie, comme la question sociale, et que donc elle est essentielle. Et vous êtes fondateur du média Gavroche. Baptiste de Tombe, quelle est l'idée de votre essai? C'est de dire que nous sommes prisonniers aujourd'hui des algorithmes? C'est un voyage initiatique et anthropologique dans ce que le numérique a fait à nos générations, à celles qui sont parues après les années 2000. C'est de dire en fait que notre existence a été une existence altérée, une existence réduite, et que nous avons été une génération cobaye. Vous avez 24 ans, vous me l'avez révélé hors micro, vous êtes tout jeune, donc vous êtes né avec un smartphone dans le creux de la main, si je puis dire. Oui, tout à fait. Vous êtes la génération smartphone. Vous n'avez pas connu les cabines téléphoniques à pièces et autres objets ou dispositifs du passé. Tout à fait, c'est une rupture vraiment majeure en fait, c'est-à-dire que la technologie que nous avons utilisée a complètement bouleversé notre rapport à l'autre, notre rapport à nous-mêmes, et on a un peu fait une expérimentation à ciel ouvert de quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment testé au préalable. C'est la raison pour laquelle l'industrie numérique a été très pernicieuse. Alors Baptiste de Tombe, permettez-moi de rappeler un ou deux éléments de contexte. C'était il y a tout juste une semaine, nous sommes mardi, il y a une semaine tout rond. Mélanie, surveillante de collège, était tuée à coups de couteau par un adolescent de 14 ans. Nous en avons beaucoup parlé et nous en parlerons encore longtemps. Parmi les propositions qui ont suivi ce drame national, il y a eu celle d'Emmanuel Macron d'interdire aux moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux. Il y a eu celle, c'était dans le journal du dimanche, de Catherine Vautrin de priver d'écran les enfants de moins de 3 ans. J'ajoute la proposition que j'approuve, je vous le dis, d'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, de diffuser en cours la série Netflix fascinante, Adolescence, de manière à provoquer une prise de conscience chez les jeunes élèves. Alors ces trois pistes, Baptiste de Tombe, je voudrais vous les faire commenter. Alors, il faut en jauger ensuite la faisabilité et l'efficacité, c'est toujours pareil. Sont-elles une amorce de réponse au fléau mondial et moderne que vous pointez dans votre essai? Elles sont une annonce importante, intéressante et qu'il faut saisir au plus vite, d'autant plus qu'elles sont largement soutenues par les Français de manière générale. Aujourd'hui en France, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est soutenu par plus de 70% de la population française. Ce chiffre-là, on le retrouve pareillement en Suisse, en Australie, bref, c'est un mouvement mondial qui se crée aussi. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dans le monde occidental de l'importance du numérique et du ravage que cela crée pour nos générations. Donc le fait est qu'aujourd'hui, les gens veulent agir dessus et que donc ces propositions tombent à pic, même si ce drame, en l'occurrence, a un lien très ténu avec le sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet homme démantelé? Il y a un vécu, il y a une part de vécu personnel Oui, bien sûr. Quand est-ce que démarre votre prise de conscience? Vous êtes très jeune, je rappelle, oui. C'est aussi un témoignage philosophique. Moi, ça a aussi commencé lorsque j'ai compris, grosso modo, que les références partagées par mes camarades, entre autres, étaient largement des références ancrées dans le monde numérique. Lorsque les discussions commencent à s'appauvrir... Vous pensez à quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple. Quand vous discutez avec vos copains... Typiquement, en fait, ça tournera quasiment exclusivement autour de sujets liés à Minecraft, à une chaîne YouTube qui est à la mode en ce moment même, et donc toutes les références qui sont en dehors du monde numérique finalement deviennent un peu imperméables à une partie de la jeunesse. Et c'est là en fait où il y a une véritable coupure qui se crée parmi les générations aussi qui ont précédé et parmi ceux qui ne sont pas encore intégrés pleinement au monde numérique. Vous savez qu'il y a eu le concert de Billie Eilish récemment à Bercy et le public, juste avant l'entrée en scène de Billie Eilish, se tournait vers des loges. Et nous nous sommes aperçus que ces loges étaient occupées par des influenceurs.
C'est-à-dire qu'ils sont des personnalités nouvelles, en ligne, suivis par des millions et des millions, notamment de jeunes gens. Ce sont les nouvelles étoiles, les nouvelles stars aujourd'hui du monde médiatique. Il y a une espèce de monde parallèle qui s'est installé. Il ne faut pas il faut pas être effrayé par cette évolution des choses. Mais Baptiste de Tombe, est-ce que vous nous dites aujourd'hui que nous sommes passés dans une autre dimension, que nous en serions prisonniers? C'est le cas. Nous y sommes aujourd'hui et les influenceurs en sont un étendard. Alors après, influenceur recouvre un terme assez large avec beaucoup de significations, beaucoup de références derrière. En l'occurrence, aujourd'hui, un influenceur, c'est un peu une nouvelle star, c'est une nouvelle icône, c'est un nouveau symbole. C'est donc aussi quelqu'un qui vient mener les gens vers lui et donc c'est un modèle. Et en tant que modèle, il a aussi une responsabilité qui peut et devrait du moins impliquer une forme d'exemplarité. Vous dites dans L'homme démantelé, Baptiste de Tombe, que l'écran est conçu pour aliéner. Oui. C'est ce que vous dites, hein? Oui, c'est le cas. Comment est-ce que ça fonctionne très concrètement? Mais c'est pour répondre un peu au turiféraire de la liberté abstraite qui viendrait nous dire que nous pouvons faire ce que nous voulons du numérique. C'est l'usage en fait qui prime sur l'objet en tant que tel. Le fait est que ce n'est pas le cas. Il existe dans la Silicon Valley un laboratoire qui s'appelle le Persuasive Technology Lab qui réunit des ingénieurs très performants avec des psychologues très performants pour créer un design et des procédés les plus addictifs possibles. Et là, je dis ça, mais il y a en plus de cela des révélations en interne qui ont été faites. Des lanceuses d'alerte comme Frances Haugen en 2021 qui, avec les Facebook Files, a montré que l'entreprise est consciente de ce qu'elle fait aux générations à venir. TikTok aussi, dans le cadre des poursuites judiciaires qui sont en cours aux États-Unis courant 2024, a aussi montré qu'elle avait conscience des biais qu'elle créait et du mal-être générationnel dont elle était à l'origine. Donc la question ici, c'est pas tellement de savoir est-ce qu'on est libre ou non. Nous ne sommes pas libres et elles font tout pour que nous ne le soyons pas. Mais elles n'ont pas le choix par rapport à une question concurrentielle. Donc, si je vous suis bien dans ces laboratoires, et pas seulement celui que vous évoquez dans la Silicon Valley, vous nous expliquez qu'il y a des salariés scientifiques de ces firmes qui fabriquent de l'aliénation sciemment. C'est cela. Alors en l'occurrence, vous savez, c'est l'économie de l'attention. L'attention, oui, tout à fait. En fait, ça n'est pas seulement un complot, c'est simplement qu'il y a un pouvoir de marché à capter, notre attention effectivement, et qu'il y a donc une concurrence qui s'opère. Et si demain, par exemple, Facebook renonçait aux vidéos courtes ou Facebook renonçait aux notifications, alors Facebook perdrait des parts de marché. Donc ils n'ont pas le choix que de rendre toujours leurs applications plus addictives. En 2018, Facebook avait voulu, par exemple, réduire le nombre de notifications que l'application créait. Cela a mené à une perte, un moindre temps passé sur l'application. C'est la raison pour laquelle, au bout d'un an et demi, ils sont revenus au format initial. Ah ça, c'est parce qu'en fait ils se sont rendus compte que c'était contre-productif d'un point de vue commercial. Ah, c'est ça, en fait, les parts de marché qu'ils perdaient allaient en faveur d'Instagram, de WhatsApp, de Snapchat ou autre. Alors ça démarre à la jeunesse, et d'ailleurs Catherine Vautrin ne s'y est pas trompée. Il faut supprimer, ou du moins il ne faut pas mettre les très jeunes enfants, moins de 3 ans, devant des écrans, parce que sinon c'est foutu. Hein. Oui. Je sais bien que c'est la béquille, même un petit dessin animé, un petit Walt Disney, et notre enfant est tout sage, il est dans un coin, devant un écran, et c'est fini. Dès que vous lui retirez l'écran, ce sont des hurlements. Donc il ne faut pas céder à cette tentation, il faut s'occuper de ses enfants, il faut travailler leur imaginaire, parce qu'au fond, les écrans tuent l'imaginaire. C'est ce que vous nous dites, Baptiste de Tombe. Oui, l'écran crée une saturation en fait de l'imaginaire de l'enfant et lui donne à voir trop vite, trop tôt. Ce qui fait qu'en fait, trop tôt. Oui, il n'a plus besoin d'imaginer quoi que ce soit parce que tout est déjà présent dans l'écran qu'il voit au quotidien. C'est la raison pour laquelle l'enfant est comme saturé et n'arrive plus finalement à se projeter dans un au-delà, un imaginaire qu'il crée avec ses amis ou autres, parce que l'imaginaire, il a quasiment tout fait, préfabriqué, préchauffé finalement par le numérique, comme on aurait un plat préparé quoi. Préchauffé et grâce aux algorithmes adapté à ses appétits, ses envies, ses besoins. C'est du clé en main. C'est du clé en main. Aucune réflexion à avoir. Baptiste de Tombe, est-ce que nous parlons de l'enfance, mais au fond, les enfants, ils ont l'exemple aussi. Je peux vous en parler au quotidien d'adultes qui, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, sont rivés sur leur écran, mais pas seulement les adultes, les personnes âgées aussi. C'est devenu un objet universel. Donc, ça touche au fond tous les âges. Une étude du baromètre du numérique en 2022 a montré que plus de 80% des Français disent ne pas pouvoir se passer de leur téléphone pendant plus d'1 jour ou 2. Donc l'addiction, elle est généralisée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent agir parce que même ceux qui sont censés être responsables et pouvoir agir dessus se montrent complètement, en l'occurrence, dépassés par les événements. Qu'est-ce que vous diriez du numérique ? Quand on dit numérique, nous pensons aux écrans essentiellement.
tout n'est pas acheté quand même. Alors, on va prendre le temps un petit peu avec vous là. Il y a quand même du positif. Oui, il y a du positif, il y a une connaissance en ligne qui est universelle, des mises en relation aussi possibles. L'accès à la culture, à la connaissance, au voyage. Tout à fait, c'est le cas. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre ce que pourrait être le numérique théoriquement, le fantasme qu'on en a, et le numérique tel qu'il est aujourd'hui de manière positive et effective. Et le numérique, malheureusement, aujourd'hui, il a été fait pour capter l'attention, pour effectivement créer du mal-être de la population qui l'utilise, parce que le fait est que ce sont les réseaux sociaux qui captent la plupart du temps passer sur l'application, et pas Wikipédia, pas des journaux en ligne, pas des revues de recherche ou autre. J'arrive pas à comprendre avec vous, et ce n'est pas une critique, Baptiste de Tombe, je vous pique un peu au vif. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 24 ans, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire? Parce que votre essai est formidable, je tiens à vous le dire, parce qu'on y apprend beaucoup de choses, c'est très documenté, et c'est très bien argumenté également. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelque chose qui vous a effrayé? À un moment donné, vous avez un déclic, vous dites ça ne peut pas durer? En fait, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois tous ces potentiels qui sont réduits à néant par un temps exponentiel passé sur les écrans. Et ces gens-là auraient pu devenir, je sais pas, des boulangers expérimentés, auraient pu devenir des ingénieurs, auraient pu faire de grandes choses dans la musique ou autre. Et parce qu'ils passent en fait les 3/4 de leur temps sur un téléphone, sur un écran, un divertissement, alors ils perdent ce potentiel qu'ils ont en eux. Et en fait, c'est pour les générations futures que nous perdons finalement des chances, des richesses énormes et immenses. Et je me dis, mais quelle nation nous serons demain si nous laissons encore ce ravage anthropologique durer? Génération abîmée ou génération sacrifiée, est-ce que je vous trouve parfois presque alarmiste, voire presque pessimiste, mais c'est difficile d'estimer la chose autrement. Je vais vous poser la question dans un instant, on va se retrouver après la pause. Est-ce que nous sommes face à une génération, la vôtre d'ailleurs, au fait au passage, qui aurait été sacrifiée, qui servirait une sorte de galop d'essai pour peut-être rectifier le tir plus tard? Je vous pose la question dans La Vérité en face, 0826 300 300. Nous sommes avec Baptiste de Tombe pour son essai L'homme démantelé. À tout de suite. Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Achilly. L'homme démantelé, édité par Artege. Son auteur, Baptiste de Tombe, est l'invité de Sud Radio de La Vérité en face. Vous êtes fondateur du média Gavroche, secrétaire général du think tank Souverain Demain. Vous avez 24 ans. Et j'imagine que vous avez été extrêmement préoccupé, vous êtes préoccupé par le devenir de toute une génération, la vôtre. Est-ce que vous diriez que c'est une génération, vous l'avez écrit, un sacrifié, ou il y a une forme d'espérance? Est-ce qu'il faut sauter une case? Pardon d'être aussi abrupt. Il y a un sacrifice, il y a un potentiel forcément que nous avons en partie perdu. Ceci étant, c'est aussi une génération qui est très lucide par rapport à ce qu'elle vit. Lorsqu'on voit les sondages sur la question, la plupart souhaiteraient en fait un monde dans lequel les réseaux sociaux sont très limités dans l'usage. Les sondages sont formels, donc il y a quand même une prise de conscience qui s'éveille. De plus en plus, on voit des jeunes personnes essayer de chercher des moyens pour réduire leur consommation d'écran à travers les écrans noirs et blancs, des compteurs de temps. Ça marche plus ou moins bien, mais il y a une prise de conscience qui est réelle dans la jeunesse et aussi par les pouvoirs publics. Et on en parlera sûrement très vite, mais je pense qu'ici c'est un sujet important à évoquer. Il y a un sujet, celui de la régulation, tout à fait, politique. Donc il y a des tentatives, avec toute la difficulté que cela implique, parce qu'il faut quand même faire plier des géants du numérique. C'est pas simple. Si on le fait chacun dans son coin, en France par exemple, pourquoi pas, mais est-ce que ça aura valeur d'exemple? Est-ce que les dominos vont tomber derrière? Quelle est la clé d'entrée, Baptiste de Tombe, là-dessus? Je pense qu'il faut réussir à se fier au modèle australien qui a très récemment interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en confiant aux entreprises du numérique un objectif de résultat. C'est-à-dire qu'elles elles mettent en place les moyens qu'elles désirent, qu'elles préfèrent, mais quoi qu'il arrive, dans un an, l'Australie mettra en place des tests pour voir si, lorsqu'on a moins de 15 ans ou 16 ans, on pourra s'abonner à un réseau social. Et si c'est le cas, alors la multinationale risque une amende d'un chiffre d'affaires assez élevé. C'est effectif en Australie? Ça le sera d'ici un an. Et en l'occurrence, on a réussi quand même pour les moins de 18 ans, par exemple, à bloquer les jeux d'argent avec une empreinte bancaire. En quoi cela serait-il impossible pour les réseaux sociaux? Je pose la question. Il n'y a absolument pas de raison à cela. Mais vous ne pensez pas que c'est possible? Vous citez le cas de l'Australie, qui est une île-continent, donc avec géographiquement une possibilité, parce que il y a de l'océan autour. Mais chez nous, en France, si on installe des dispositifs, ils sont applicables seulement chez nous, au sein de l'Union européenne, vous pensez?
Alors le problème justement, c'est qu'il n'y a pas de consensus au niveau européen. Le Digital Services Act, par exemple, veut que nous ne pouvons pas mettre en place une législation trop restrictive par rapport à l'usage des écrans pour les plus jeunes. Et en l'occurrence, en France, en 2023, on a fait passer la loi Mars-Angeli qui crée la majorité numérique à 15 ans. Or, les décrets d'application de la loi n'ont pas encore été mis en vigueur parce que cela serait contraire au droit européen. Donc il y a une harmonisation qui s'impose. Aujourd'hui, malheureusement, le droit européen fait encore barrage à une action forte à l'encontre d'un numérique vorace pour les générations à venir. Alors nous sommes, vous en parlez, dans l'économie de l'attention. Peut-être pour nos auditeurs, on pourrait essayer de définir ce qu'est l'économie de l'attention. Bien sûr, alors attention, ça vient du latin attentio, c'est-à-dire la tension de l'esprit vers quelque chose, et concrètement, c'est ce que nous faisons de notre vie. L'attention, c'est ce vers quoi nous nous portons. Si demain, en fait, je veux devenir, par exemple, ingénieur, c'est parce que j'aurais porté mon attention sur des sujets en mathématiques, du physique-chimie, qui font que je serai en mesure de le devenir. Attention, donc, c'est ce que nous faisons de notre vie, et aujourd'hui, forcément, comme c'est un temps précieux qui peut être publicisé, qui peut servir à faire la promotion de marques, alors c'est un temps aussi qui est capté par l'industrie numérique. Donc l'industrie numérique invente des algorithmes qui vont chercher en fonction de notre consommation des écrans quelle est notre attention, oui, et nous bombarde de marques pour essayer de nous faire vendre de la camelote. Oui. En fonction de ce que nous sommes, en quelque sorte. Ma question est, Baptiste de Tombe, est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui, je parle de l'individu, est-ce que nous sommes en mesure de récupérer notre attention ? C'est difficile. Nous en sommes dépossédés aujourd'hui. C'est très difficile. Je veux dire, j'ai écrit ces pages-là et pour autant, je reste moi-même victime finalement de ce que proposent les plateformes numériques. C'est la raison pour laquelle j'en appelle aussi à une régulation étatique. On parlait du cas des enfants, par exemple. Si demain, les parents venaient interdire les écrans à leurs enfants qui avaient entre 6 et 10 ans et qu'ils verraient encore ses camarades de classe, eux, avoir accès à ce monde numérique, ne parler qu'en référence numérique, l'enfant se sentirait de facto exclu et donc les parents, eux, commenceraient à culpabiliser de ce qu'ils ont fait subir à leur enfant. Donc il y a un cercle vicieux s'il n'y a pas une norme qui s'impose et qui vient dire ce qui est bon et ce qui est mal. Et en l'occurrence, un numérique avant 15 ans, en l'occurrence, les réseaux sociaux, c'est mal. Vous savez que c'est le même principe que la dernière paire de baskets Air Jordan qui coûte une fortune, que les uns portent à l'école et pas les autres. Et du coup, les parents qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter ça à leur enfant doivent se saigner à blanc. Sinon, il y a trop de différence. C'est une forme de dictature du consumérisme. On en est là dans le numérique. C'est ce que vous écrivez. Hein. C'est la même dynamique finalement. Ce n'est que du consumérisme, tout ça. C'est du consumérisme sous l'apparat de conformisme. Ce qui se passe en fait dans le numérique, c'est qu'on voit des normes projetées dans l'écran et on voit des modèles sociaux qui se répètent en boucle. L'exemple du bodybuilding, soit des corps en fait fantasmés qui sont devenus une référence et une règle d'or en la matière, est un bel exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un corps normal, c'est un corps qui est hypertrophié musculairement, ce qui était beaucoup moins le cas il y a 30 ans. Et ça, c'est une nouvelle norme qu'a instillé le numérique et qui crée un grand mal-être pour une partie de la jeunesse française. C'est vrai que quand vous regardez les écrans, il faut ressembler à Hulk. Ah bah oui, pour être à peu près normal, c'est pas votre cas, c'est pas le mien non plus. Je tiens à rassurer ceux qui nous écoutent. Est-ce que, au fond, il est possible d'éduquer aux écrans ? Certains en doutent. Hein, quand vous avez un gosse qui est là, qui est habitué depuis des années maintenant à être en addiction, c'est compliqué de lui arracher soudain son écran et dire c'est fini, on va passer à autre chose, quoi. C'est le maître mot de mon livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éduquer aux écrans. On ne peut pas laisser l'enfant face à un bras de fer contre les GAFAM. Les GAFAM gagneront, elles ont le chiffre d'affaires, elles ont les ingénieurs, elles ont les psychologues. On pourra beau faire ce qu'on veut, l'enfant sera toujours victime du numérique. C'est la raison pour laquelle la norme ici s'impose et qu'elle est nécessaire. Donc non, il n'y a pas d'éducation. Après, effectivement, il faut sensibiliser, il faut informer car c'est un sujet d'intérêt général qui menace les générations à venir. Vous dites quoi, que c'est foutu ce matin ou c'est pas foutu. Non, mais vous voyez, j'entends ce que vous dites. Hein, je partage votre point de vue pour être sincère, mais on a besoin d'une lueur d'espoir quand même. La lueur d'espoir est présente. Emmanuel Macron semble prendre à bras le corps le sujet aujourd'hui, vouloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. L'opinion publique française soutient majoritairement. Il y a encore des blocages juridiques au niveau européen, mais on a espoir dans les mois à venir de voir une action réelle enfin apparaître en France et j'espère qu'elle arrivera. Est-ce que vous pensez que chaque individu, il faut aider les uns et les autres, mais est en mesure de cerner ses propres repères pour se dénumériser ? Oui, je pense que chacun peut voir là où le bas blesse, mais en l'occurrence, ça va demander après identifier les besoins et ça demande un vrai effort sur soi qui est difficile à fournir lorsqu'on est déjà pris par la routine du boulot, métro, boulot, dodo, etc. Ça peut être compliqué de savoir en fait qu'est-ce qui dans le numérique fait défaut, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de vivre ma vie pleinement parce que ce qui se passe, c'est qu'on vit une expérience qui est diminuée, une expérience qui est réduite. Bref, nous ne vivons pas la plénitude de l'existence dans le numérique. Vous avez été approché, Baptiste de Tombe, par des responsables publics
pense aux politiques notamment, ou certains, je sais pas, des députés, des ministres, qui auraient été intéressés par vos travaux et qui peuvent éventuellement s'en emparer parce que c'est un sujet de santé publique. Je sais qu'il y en a qui me suivent actuellement sur les réseaux sociaux depuis que j'ai publié mon livre. J'ai espoir que ma parole porte auprès d'eux parce que le sujet est important. Après, je n'ai pas encore reçu d'appel à en parler de manière plus élargie. Le numérique aujourd'hui, c'est fou parce que c'était quelque chose de libératoire. Ça ne l'est plus. Oui. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a une prise de conscience. Il faudrait faire des enquêtes avec de très grands panels pour essayer de voir qu'est-ce que les uns et les autres pensent là-dessus. Les parents sont très inquiets, ils le disent sur Sud Radio en permanence. C'est un vrai sujet. C'est pas du tout encore les écrans, on en a déjà parlé. Oui, non, c'est un sujet qui va grandissant dans les foyers. Mais je ne sais pas où est la clé de résolution. Alors quand Emmanuel Macron dit moins de 15 ans, bon, ok, très bien. Mais à un moment donné, c'est plus que transversal. C'est un sujet central des politiques publiques aujourd'hui. Bien sûr. Il y a plein d'axes à mobiliser. Donc l'interdiction pour les plus jeunes, ça c'est forcément... Interdiction pour les plus jeunes. Oui. Interdiction des procédés addictifs sur les réseaux sociaux. Donc par exemple l'algorithme personnalisé, les vidéos très courtes, les notifications incessantes. C'est des choses par défaut qui devraient être interdites et que l'individu pourrait mettre en place de lui-même via les paramètres qu'il reconfigure. Mais c'est pas quelque chose qui doit être mis par défaut sur l'application comme c'est le cas aujourd'hui. Et moi je pense aussi une sensibilisation qui fasse dire le numérique, les réseaux sociaux, c'est mal, comme l'a été le tabac, comme le jeu d'argent, en fait, aussi instituer une nouvelle norme en la matière parce que les gens semblent oublier ce qui est bon et ce qui est mal. Il faut sortir du relativisme moral qui empêche aussi l'action. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Ce sont les travaux d'Hercule que vous nous proposez là. Mais effectivement, il faut garder une lueur d'espoir. Merci à vous, Baptiste de Tombe. Je vous rappelle le titre de votre essai qui est passionnant. L'homme démantelé chez Artege. Le numérique, les écrans, les algorithmes sont-ils en train de nous aliéner? La réponse est oui, et c'est surtout comment en sortir. La vérité en face s'achève. Dans un instant, les médias avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Merci.